Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Mehdi Talk Show, toujours en présence de ces superbes chroniqueurs. Donc ce soir, nous allons débattre sur l'actualité du jour, même de ce qui s'est passé dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, Sofiane, comment vas-tu? Ça va, Mehdi? Bien et toi? Bah ça va, nickel et toi? Impeccable. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. De toute façon, t'as pas le choix. Oui, okay. C'est comme ça. À 6 h du matin, Avec faut que tu sois présent ici. Ok, je vais dormir avec ma valise. Pas de problème. Charlie. Enchanté, Mehdi, toujours là, Notre présent. spécialiste coach mental. Voilà, coach mental et sportif. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés. Et bien sûr, nous avons un invité spécial que je suis très ravi, très honoré d'accueillir avec nous aujourd'hui. Monsieur Abdelrahman Rezag, double champion d'Europe, boxeur professionnel. Il va nous parler de son parcours juste après ce que nous allons évoquer là aujourd'hui, les actualités, surtout le premier sujet qui va être très important. Je parlais, je pense que vous êtes au courant de cette fameuse bavure policière qu'il y a eu. Oui, on a entendu parler. Qui s'est passé à Tahiti. 4 policiers qui ont été suspendus. Suite, soi-disant, on n'a pas très bien vu les vidéos, mais apparemment pour non obtempérer. Non, en fait, non, soi-disant, la personne n'a pas voulu obtempérer, comme on dit. N'a pas voulu obtempérer. Dans le jargon policier. Mais là, voilà. Mais au-delà de ça, moi, c'est pas ça qui m'a interpellé. C'est que on a tous vu les images. C'est une personne en situation de handicap. Exactement. C'est vrai qu'elle était sur un fauteuil roulant. Pourquoi tout ça? Alors, là, moi, par rapport à ce que j'ai pu relever, ben, la personne n'aurait pas voulu, enfin, donner son identité, n'aurait pas voulu, on va dire, obtempérer, comme eux disent. Maintenant, je me dis que peut-être que aussi la personne va peut-être mal parler, parce que on voit quand même qu'ils prennent la personne et qu'ils la poussent hors de son fauteuil, la mettant au sol. Donc, en fait, pour toi, ça justifie les coups et blessures aggravées. La personne, elle est en situation de handicap, et c'est tout à fait normal de la tabasser à 4. Alors, tabasser... N'oublions pas qu'ils étaient 4. Tabasser, c'est un bien grand mot, ça va. Je sais pas, moi j'ai vu... ce que j'ai vu, mon on a vu les images quand même. On a vu les images. Donc la personne elle était à terre. Elle s'envole, les écrits restent. En fait, on a vu. Elle ne marche pas. Fauteuil roulant, situation de handicap. Exactement. On a bien vu la fameuse droite qu'un policier lui a mis. C'est vrai. Par derrière en plus. Par derrière. Et c'est pas qu'un coup, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai que, mais vous savez que des fois, dans ce genre de cas, parce qu'on parle souvent des bavures policières. Moi, je parle du fait aussi que la police, vous savez quand même que c'est une des institutions qui a aussi le plus de personnes, on va dire, en dépression. Il y a aussi des taux de suicide qui augmentent chez nos amis policiers, il faut dire ce qui est. Ça veut dire que je ne veux pas tout jeter, on va dire, mon encre sur eux, mais je veux comprendre quand même que il y a des métiers aujourd'hui de plus en plus difficiles. Il faut aussi remettre les choses. Hein, c'est-à-dire l'église au milieu du jardin, et dire une chose, c'est que certains cow-boys dans la police se permettent beaucoup de choses. D'accord? Nous avons nos jeunes dans les banlieues, ils en subissent les conséquences. D'accord? Et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois. Mais donc, vous pensez pas que parce qu'ils sont mal formés? Alors, à l'heure actuelle, vous avez même un observatoire, justement, des violences policières par département dans toute la France. Donc, c'est pas sorti comme ça. C'est que vraiment... Donc, pour toi, ça va, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et donc, ce n'est pas normal. Ouais. Normalement, la loi, ce sont des dépositaires, de la loi et de l'ordre. Non, de l'autorité. De l'autorité. Ils ont un cadre juridique. Donc, ils s'appellent les gardiens de la paix. C'est ça, exactement. Ils sont au service des citoyens, c'est-à-dire de toi et moi, de nous tous. D'accord. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont là pour régner l'ordre, pas le désordre. Pour moi, quand il n'y a plus d'ordre, il y a des ordres. Il y a le désordre. Quand il n'y a plus de règles, tous des règles. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. C'est véridique. Ça ne veut pas dire que nous vivons dans un quartier. Ça ne veut pas dire que nous vivons dans un quartier, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu dois voir ce genre de choses. Voilà, je prends notre ami, Monsieur Rezag, professionnel dans la boxe, qui vient d'un quartier de classe sociale. Ça ne veut pas dire qu'il fait partie du même lot que tout le monde. Bien sûr. Regardez, il y a un bel exemple devant nous. Mais pourquoi toute cette tension? Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Justement, mais justement, tu parlais de psychologie, voilà, c'est là où le suicide, etc. C'est là où je reviens à ça en disant que... Mais il n'y a pas que les flics. Malheureusement, oui, il n'y a pas que les flics, mais malheureusement, on travaille tous de plus en plus dans la pression, dans la pression, dans la pression. Et il y a aussi pression et manque de considération. Oui, mais est-ce que c'est de la faute du citoyen? Donc moi, je suis mal luné. Je vais te mal avec mon mari, je prends le premier c'est ton mari, monsieur? Et je vais le tabasser, quoi. Oui, c'est clair.
Non. Moi, je vais dans le métro, une qui me plaît pas, je la prends, je la tabasse. Mais tu regardes bien, tu regardes. On a donné un bel exemple. Dans le métro, les contrôleurs. Oui. Mais tu sais que maintenant, ils sont obligés. Avant, il n'y avait pas de policiers avec les contrôleurs. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a aussi de la violence entre, on va dire, sur des contrôleurs. Exactement. Oui, mais il y a ça aussi. Donc ça veut dire qu'il y a aussi l'image que la société nous rejette et qui est cette image de violence. Et donc, je pense que les policiers aussi font preuve de violence parce qu'on est aussi violent envers eux. Donc eux, ils anticipent une violence que quelque part, ils n'avaient pas avant. C'est-à-dire qu'avant même qu'on les frappe, ils frappent. C'est pas qu'ils frappent, c'est qu'ils se protègent, moi j'ai l'impression. Non, tu parles de qui? Des flics? Certains flics, pas tous. Non, attention, ils se protègent pas, des fois ils cherchent, des fois, attention. C'est vrai que certains se prennent pour des cow-boys. Ils te cherchent à bout, on est d'accord. Même quand tu dis bonjour, on rend un bonjour normal, avec un bon comportement, mais quand tu vois certaines personnes qui prennent du recul, à un moment donné, se mettent en position de combat directement. Mais pourquoi être directement dans la provocation? D'accord, j'ai pas mon ticket de métro. Ouais. J'assume mes torts, il n'y a pas de souci. Voilà, donnez-moi l'amende. Mais je vois certaines réactions de certains contrôleurs, voire des policiers, ils t'attrapent par le col, on te plaque contre le sol ou contre le mur. Mais pour quel but, au fait? On te dit même pas bonjour, monsieur. Lorsqu'on s'adresse aux jeunes, on dit même pas bonjour, monsieur, contrôle d'identité. En Angleterre, tu as ça. Dans tous les pays, tu as ça. C'est vrai. Sauf la France. On a un permis gratuit d'insulter les gens, de les coller au mur, de ne même pas dire bonjour. Et toi, machin. Moi, je vais te donner un exemple, monsieur Charlie. Mon fils. Ouais. Ton fils. Mon enfant. Ça sent la bagarre. Hein. Rien à voir avec elle. Non, mon fils avait été en droit et en économie. Il a fait Panthéon, Assas. On peut pas dire c'est un voyou, c'est je ne sais quoi. Ouais. Zéro. Il a jamais volé ni quoi que ce soit. Un vendredi, il sortait de la mosquée, il était casqué, il avait une moto, il allait vers Saint-Germain-en-Laye. 4 policiers, ils l'ont suivi, ils ont mis le gyrophare. Lui, il s'est dit, c'est pas pour lui. Il était en règle. Il sortait de la mosquée, avec sa djellaba. Donc voilà. À la suite de ça... C'était pas un fantôme, donc on peut pas le À la suite de ça, les 4 policiers l'arrêtent, ils lui disent même pas bonjour ni quoi que ce soit, ils le menottent. Ils le menottent comme ça. Comme ça, ils l'ont tabassé, les 4. Il avait les mains en arrière, d'accord? Dans le dos, donc? Dans le dos. Il était casqué, ils l'ont ramené, ils l'ont tabassé, coup et blessure aggravée. Moi, je l'ai pas su tout de suite. C'est ça qui... Parce qu'il savait si je l'aurais su. Ouais. Étant juriste, je crois qu'à mon avis, ça serait pas passé comme ça. Tu vois, on veut en venir, en fait. Ouais. Et donc, je reçois une lettre à la maison, et on me, là, je lis, et je dis à mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas voulu me le dire. Et il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai été prendre une avocate pénaliste qui est spécialisée justement dans la violence policière. Policière, ouais. Et justement, ces personnes-là, ils ont donné pas la même version en plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque le procureur les a interrogés, ils n'avaient pas la même version. Les 4. Ah, les 4 n'avaient pas la même version. Donc, ils avaient vécu tous les 4 différemment. À chaque fois, le procureur les reprenait. On l'a vu dans le procès verbal. Leur reposer la question, comment ça s'était passé, c'était, au lieu de faire une enquête, etc., parce que moi, par la suite, j'ai écrit, GPN, etc. Mais se protéger les uns des autres, de toute façon. Ça a été classé sans suite. C'est-à-dire, ma plainte à moi contre eux, etc., a été classée sans suite. Oui. Si je n'aurais pas pris la fameuse avocate spécialisée, mon fils qui était étudiant en droit et économie, tu crois qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il serait dans le poste où il serait? Mais jamais. Ouais. Donc, arrivé un moment, tu sais très bien. Ce pays, moi, ce que j'ai envie de lancer comme mot, c'est quelque chose qui me touche. Oui. Et j'ai fait de l'associatif depuis 28 ans. Je défends ces jeunes-là. J'aimerais que ce pays, parce que depuis la loi Sarkozy, son Karcher, etc., on va arrêter là. Et c'est une mère qui parle, c'est une personne qui parle. Et j'aimerais que ce pays fasse de l'ordre, pas du désordre. On est la 5e puissance mondiale. À partir du moment où il y a ça, il faut qu'il y ait un cadre. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Sarah. Voilà. Elle dit les choses telles qu'elles sont parce que c'est la stricte vérité. Mais tu regardes bien quand on parle de la majorité qui sont en haut, quand on parle du gouvernement. Mais leur voix, elle est pour qui? Exactement. Mais c'est ça que je veux savoir, moi. Elle est pour qui, la voix? Mais pour certaines minorités ou pour que... Mais ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau des gouvernements, ils ont ce qu'on appelle des passe-droits. Ils se sentent au-dessus de la loi. Non, mais là, c'est trop, là. Eux, ils se sentent au-dessus de la loi. Mais moi, je reconnais quand même que, voyons certains policiers ayant des amis flics,
je l'avoue. Moi aussi, c'est pareil. Eux, le retour qu'ils me font, c'est que la violence est partout aujourd'hui. Non, mais là, c'est des excuses. Eux, malheureusement, c'est des excuses. Là, on parle du cas de Papeete. Excuse-moi, quand tu es sûr de faire un métier, comme flic, comme militaire, comme moi je l'étais pendant 20 ans, si je voyais que c'était trop de tension, qu'à un moment donné, je vais péter un câble, je vais partir dans tous les sens, ben, je préfère prendre ma valise et partir. Exactement. Pourquoi je vais rester pour faire du mal à des jeunes? Mais parce que toi, ça a cette chance, Mehdi, de savoir qui tu es et ce que tu veux. Mais dans la police, comme partout, il y a des gens qui font ce métier, qui ne savent même pas pourquoi. Tu crois pas qu'ils sont endoctrinés? Ils sont pas endoctrinés. Alors, endoctrinés, disons qu'on a fait vivre dans une certaine peur, mais c'est une certaine pression. C'est des moutons, excuse-moi de te dire ça. Parce que mine de rien, moi je connais des syndicats de police, t'as le droit de rien dire, hein. On va pas se mentir, hein. Tu sais, on parle pas trop souvent du racisme. Dans certaines institutions, il y a beaucoup de racisme. Il suffit qu'un jeune qui rentre, on va lui faire croire, c'est le John Wayne, c'est le Colombo de je sais pas d'où. Tiens, suis-moi, t'inquiète pas, regarde ma méthode. En fin de compte, il va être le reflet de ce que l'autre lui a transmis. Tu vois? Et c'est ça qui est malheureux, parce que ce n'est pas un bel exemple. Et en sachant que cette personne-là, elle est pas pareille. Elle se dit, je ne suis pas comme ça. Mais pourquoi je vais suivre ce genre de mouton? Bien sûr. Mais inconsciemment, tous les jours, quand tu lui dis toujours la même chose, et qu'il voit les mêmes gestes, le même comportement, ah bah, ce genre de personne, il va tomber dans le piège. Et c'est ce qu'on a vu, là, dans cette fameuse vidéo. Non, mais 4. Je veux bien un seul qui le contrôle. Mais le gars, mais tu veux qu'il fait où? Dis-moi, le pauvre, il est handicapé. Je sais pas comment il aurait pu aller sauver, hein. Tu veux qu'il aille où? Handicapé, fauteuil roulant. C'est une honte. On l'a balancé par terre comme un chien. Et en plus de ça, il a voulu dire arrêtez. J'ai dû entendre un petit mot. L'autre, il est venu, il a mis une droite et l'autre derrière, il le met un coup de pied dans la gorge. Mais c'est quoi cette vie en ballon? Mais est-ce qu'ils voulaient pas vérifier s'il avait pas un couteau ou quelque chose dans son fauteuil? Ils l'ont jeté par terre, ça c'est bien vu. Tu regardes bien l'handicapé qui tombe par terre, qu'est-ce qu'il a le temps de mettre sa main sous le fauteuil et de prendre une arme blanche? Non, à un moment donné, il faut arrêter, on est bien d'accord. Quand ils sont 4 sur toi, tu peux toujours aller chercher. Mais tu vas les faire où, dis-moi? Tu vas les faire nulle part, on est bien d'accord. Maintenant, je comprends sincèrement que les jeunes des classes populaires, de la classe sociale, ils en ont marre de subir ce genre de choses. Bien sûr. Ils en ont marre. Ils se sentent même certains harcelés, hein. Par justement la police, par ce qu'on appelle le délit de faciès, parce que les nombreux contrôles de police, là, regardez, quand il y a eu les Jeux Olympiques, il y a encore pas longtemps, mine de rien, il y a beaucoup de jeunes qui étaient contrôlés, et souvent d'origine étrangère, maghrébine ou black, qui étaient contrôlés à tout bout de champ, parce que il y avait des flics partout, et c'est vrai qu'il y a eu ça. Mais je me dis aussi qu'il y a ce côté, la société aujourd'hui est de plus en plus violente. Et je pense que nos policiers sont aussi à l'image de cette société. C'est dû à quoi? Cette violence? Ouais. Mais la pression qu'on subit tous les jours. Bah donc tu penses que peut-être la police sont peut-être un peu surmenés, peut-être en sous-effectif? Certainement, sous-effectif. Moi, il y en a plein qui me disent que on voit bien que ce soit leurs voitures qui sont pas, on va dire, aussi fiables que les voitures des trafiquants, par exemple. Donc j'appelle ça des voitures. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien que ils me disent que au niveau, en tout cas du ministère de l'Intérieur, ils ne sont pas considérés, ils ne se sentent pas considérés. Et ils ont aussi l'impression, même s'ils portent une arme à feu, que aujourd'hui leur voix est moins entendue que la voix des concitoyens. Donc sous prétexte qu'ils ne sont pas entendus, ils ne respectent pas la loi, et donc c'est la faute de nous, les citoyens. Pourquoi ils vont pas... Ils ont un syndicat. Bien sûr. D'accord. À ce moment-là, pourquoi leur syndicat ne fait pas le travail? Et pourquoi, à ce moment-là, normalement, si tous les citoyens déposaient plainte, d'accord, et surtout contre les politiques, les instances, parce que c'est l'État qui en tort. Oui, la police représente l'État. La police représente qui? L'État. Il défend le citoyen. Donc, à partir de là, peut-être qu'on en arriverait moins à ce problème. Mais regardez quand même la différence. Ça va. T'as entendu ce qu'elle a dit? Oui, ils sont censés défendre le peuple. Bien sûr. Mais regardez quand même la différence entre les policiers, ministère de l'Intérieur, et les gendarmes, ministère de la Défense. On voit bien que les gendarmes, eux, sont un peu plus, on va dire, avenants. Sont un peu plus militaires. C'est un militaire. Justement, c'est ça que dit ministère de la Défense. Et en plus, Sarkozy, l'ancien président, il a voulu faire passer les gendarmes au ministère de l'Intérieur que les gendarmes ont refusé. Bien sûr. Parce que eux, ils sont avant tout, on sent qu'ils sont un peu plus patriotes. Et généralement, les militaires, on va dans nos pays en Afrique. Pas tous. Mais en tout cas, on voit en Afrique. Si aujourd'hui, les pouvoirs qui sont en place, qui sont justement déboutés, c'est par des militaires. Charlie, je l'ai vécu. Oui. Je l'ai vécu, on est bien d'accord. Ouais. On va pas se mentir, hein, tu sais, moi je suis direct, hein. Moi, quand je partais en Afrique, c'était pas du tout ce que je voyais, hein, ce que je m'y attendais. Moi, je me suis dit, tiens, je suis devenu militaire professionnel,
Je suis là pour défendre mes frères et mes sœurs. Des fois, je me retrouvais dans des situations, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Parce qu'il y avait des politiques derrière. Parce qu'il y avait des politiques derrière. Mais moi, je suis pas politicien, je suis pas député, moi. Moi, j'étais là pour justement, soi-disant, mettre de l'ordre et essayer de défendre la même de l'orphelin. Exactement. Comme on dit. Donc, en définitive, c'est pas le problème des policiers, c'est ceux des politiques. Bien sûr, mais tout est toujours politique, ça. Si c'est politique, il va falloir travailler là-dessus. C'est clair. Il va falloir qu'aussi le citoyen prenne ses responsabilités et ne plus mettre n'importe qui, à la tête de nos gouvernements. C'est clair. C'est clair. Mais bon, en tout cas, ceci dit, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai un conseil à donner aux jeunes qui se font contrôler par la police. Quand vous êtes contrôlé par la police, essayez d'avoir un bon comportement. Parce que quand on a un bon comportement, en vrai, on n'a pas de problème. Moi, je viens d'un quartier populaire, à Nanterre. Quand on entend Nanterre, on dit agression, drogue et tout. Moi, plusieurs fois, on m'a contrôlé. J'ai jamais eu de problème parce que moi, je parlais bien. Et ils voyaient que j'étais sportif, boxeur, en équipe de France et tout. Et du coup, ils m'ont laissé partir. Et même s'ils disent pas bonjour, ils insultent et tout, répondez pas. Et un comportement. C'est ça. Non, mais c'est ça, il a compris. Il a compris que tout dépend de la réponse. Ils sont vus qu'il a été boxeur professionnel. Ils se sont dit, on s'attaque pas à la même catégorie d'un jeune, c'est pas pareil. Moi, je pense que c'est surtout par le chouf. Il y a un mec qui vient, 1m83, double champion d'Europe, je vais pas m'amuser avec lui. Forcément, mais je pense qu'il l'a dit lui-même. C'est la façon aussi qu'il avait de parler, qui est fait que, voilà, il parle bien aux gens, il les met, on va dire, il leur montre une certaine reconnaissance. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, comme tu dis, Abderrahmane, ils ne font pas toujours ce cas-là, quoi. Ils veulent gonfler les épaules, montrer que, voilà. Et on va finir par ça, justement, par le message de, tu dois connaître, 22 fois champion du monde, on parle de, comment il s'appelle, Bouganem. N'est-ce pas, qui disait que la beauté de l'être humain, c'est son bon comportement. C'est ce qui va dégager. Et c'est ça qui fera la différence. Bon, en tout cas, merci pour ton message, Sofiane. Sofiane, pardon, excuse-moi. Il est là, Sofiane. Abderrahmane. Franchement, tu es un bel exemple en tout cas, et on va revenir sur toi dans pas très très longtemps. Maintenant, les amis. Je voulais rajouter un truc. Oui, vas-y, je t'en prie. Par rapport à l'éducation, moi déjà quand je me comporte avec la police, moi c'est pas par rapport à mon côté sportif, moi c'est mon éducation, mon comportement. C'est pas parce qu'ils se sont dit ouais, les boxeurs qu'on va laisser partir, c'est mon comportement, comment je me comporte avec eux. Ton attitude. Je parle gentiment et tout. Ça, c'est l'attitude. Donc après ils voient que je fais pas de bêtises, j'ai jamais fait de garde à vue. Carrément là ils sont fans, ils me disent ouais, est-ce que je peux venir à ton prochain combat, c'est quand et tout. Mais ça fait plaisir. Bien sûr, c'est une bonne chose. Tu vois, regarde, un bel exemple de réussite. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui devrait faire les jeunes, actuellement, la nouvelle génération, c'est de prendre exemple. Mais sur des gars comme lui, c'est clair. Énormément. De toute façon, le sport, c'est l'école de la vie. Et il le prouve bien. L'apprentissage de la vie, il le fait très très bien. C'est ça qui est bon. Mais c'est quoi la solution entre les jeunes et les policiers? Pour qu'ils s'entendent. En fait, avant, il y avait des éléotiers. Tu avais la police de proximité, ce qu'on appelait la police de proximité. Où tu avais des policiers qui venaient du quartier avec les jeunes. Le problème, c'est que je crois que c'est au temps de Sarkozy. Là, ouais, il a enlevé tout ça. Donc, on s'est retrouvé dans des voilà. On appelait ça la police de proximité. Et certains policiers vivaient dans le quartier, tu vois. Donc forcément, il y avait. On va finir sur ce sujet-là. Tu regardais bien, je vais venir sur ça. Il y a certains jeunes qui ont même demandé à certains, la police, les gendarmes, etc., de faire un espèce d'un rassemblement, tout ce qui est sportif. Venir en discuter, en mangeant ensemble, etc. Des collectifs. Ça s'est fait une fois, deux fois. Ça s'est fait une fois, deux fois, mais après, ça n'a pas perduré. Pourquoi? Mais parce que les flics, ils voulaient plus. Ouais, ils voulaient régenter, surtout. Voilà, t'as tout compris. Bon, les amis, on va passer au autre sujet. On va parler un petit peu des médecins du monde. Ah, les médecins. Ah, moi, ça m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Il y a beaucoup de médecins étrangers qui viennent de l'Afrique, qui viennent du Maghreb, peu importe, Amérique, bref, partout. Et j'ai remarqué il y avait une forme de discrimination qu'ils n'ont pas, les mêmes droits, les mêmes passe-droits dans les hôpitaux chez nous ici en France. Et malgré ça, moi j'en connais plein. Je vais prendre un exemple, je suis désolé, encore un exemple d'un Algérien. Il y a un médecin algérien très réputé à Constantine et qui a fait plus, je crois, de 200 à 250 opérations du cœur et du cerveau. Il est reconnu mondialement. Et quand il a voulu venir exercer son métier pour justement de montrer ce qu'il avait acquis, on lui a dit, toi, tu vas rester à ta place. Pourquoi ce genre de discrimination? Pourquoi nous sommes arrivés là? Alors, sache que Mehdi, par rapport à ça, je me suis vraiment renseigné sur le sujet. La France a cette fierté d'avoir de très bons médecins, d'avoir de très bonnes institutions. Et la France est le pays du papier. On peut dire ce qu'on veut. La France,
Vous voyez bien que les délits de faciès, les contrôles d'identité, les diplômes, c'est le papier. Les Français sont très, on va dire, ils sont très friands du papier et très peureux de ce qu'ils connaissent pas. Ouais, mais c'est pas ça qui va sauver une vie, on est bien d'accord. Oui, mais ils ont l'impression que quand les médecins étrangers arrivent, ben, leurs diplômes sont erronés. Ouais. Eux, ils ont l'impression que on leur a donné ça. Que c'est pas le bon diplôme. Et donc, ils mettent ça en compte. Ils mettent ça en doute. Donc, ils ont ce qu'on appelle ici des équivalences. Et ils demandent à tout médecin étranger de passer ces équivalences. Sauf que le médecin va arriver, on va lui demander d'être infirmier. Tu fais d'abord infirmier, tu montres que tu sais faire, et au fur et à mesure, si on voit que, si tu nous prouves que, on peut te mettre après dans la médecine et tu fais ce qu'on appelle une équivalence. Et en sachant qu'il a fait des opérations, qu'il a fait des opérations voilà. pour des tumeurs, il a fait des opérations pour sauver des vies. Voilà. On a vu un bel exemple, toi et moi, concernant ce franco-libanais qui a sauvé un bébé. Un bébé né, un bébé mort-né. Un bébé mort-né, exactement. Hein, tout le monde le voyait mort. Non, lui, il a dit, je reste là, je vais lui sauver la vie. Voilà. Ah bah, il est resté plus d'1 heure en train de lui faire un massage cardiaque. Massage cardiaque. Et il a retrouvé son souffle. Et voilà. Et ce genre de personnes ne met pas à l'avant. Mais c'est, le problème de la France, c'est qu'ils ont un problème d'ego. Certainement lié à ça. D'ego. Ouais. D'accord. Parce que eux sont au-dessus, c'est lié, certainement. je suis désolée, hein, je vais mettre encore un pavé dans la mare. Peu importe. Tant que je pas dans la mare et pas dans la boue, ça nous va. Pour moi, et ça n'engage que moi, c'est un problème d'ego, mais il n'y a pas que ça. C'est lié aussi à tout ce que la France a fait au niveau, comment on appelle ça? Les colonies. Les colonies, exactement. Ouais. Donc, dans la tête d'un Français et du gouvernement français, il est toujours colonisateur. C'est-à-dire que... C'est toujours lui qui dicte les choses. Voilà. Donc, venant, par exemple, du Maroc ou de l'Algérie, ou peu importe, même de l'Espagne, parce que moi, j'ai une amie qui est médecin à Saint-Louis, ils ont pris pendant le Covid des médecins, ils les ont relégués à des petites tâches. Pourquoi? Pour faire le ménage, parce que ces messieurs dames ne se sentent pas, c'est-à-dire que leur orgueil passe au-dessus de la vie humaine. Alors, rappelons qu'un médecin, il est là pour sauver la vie des gens. Bien sûr. Il a signé un espèce de... Ouais, il y a une charte. Une charte. D'accord. Donc, d'Hippocrate. Voilà. En France, c'est l'hypocrite. L'hypocrite, c'est ce que j'ai... Désolé. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je suis pas là pour faire de langage. On regarde bien pendant le Covid. Ils ont signé la charge d'Hippocrate. Voilà. On regarde la France, ils ont un problème de mentalité, en vrai. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi qui dérange, en fin de compte? Qu'est-ce qui dérange? C'est quoi? Parce qu'on n'est pas pareil qu'eux, c'est quoi? On est tous semblables, non? Moi, je pense que, comme dit ça va, je reviens un peu sur ce qu'elle dit. Non, ne dis pas un petit peu, c'est, comme elle a dit, ça va, laisse tomber, c'est le summum. Comme on dit, ils ont le melon. Ils ont le melon, et, malheureusement, le melon, la pastèque, nous, ils ont l'impression qu'on a la pastèque. Le problème. Ou alors la noix de coco à la place de la tête. Pourquoi ils ont fait des études de médecine? C'est pour sauver des vies. On est bien d'accord. Bien sûr. N'est-ce pas? Après, il faut reconnaître quand même une chose, Mehdi. Moi, je reconnais quand même une chose. Je l'ai vu dans le système de santé en Afrique. Moi, comme tu sais, je viens du Gabon. C'est vrai que des fois, tu vois des choses, là, tu dis... J'ai jamais dit le contraire. Après, il faut prouver. Oui, mais nos médecins au pays, franchement, la santé, ils s'en foutent. Eux, ils ont pas signé de traité d'Hippocrate. Hein. Pas tous. Parce que eux, c'est argent. Quand tu viens dans nos pays, par exemple, tu veux te faire soigner, avant même qu'on te demande... C'est comme la Thaïlande, c'est comme... Tu payes. Tu dois payer. Ici, comme aux États-Unis. On te soigne. Oui, en France, tu payes aussi. Rien n'est gratuit. Mais on te soigne avant de te demander de payer. Chez nous, non. Non, on te soigne pas gratuitement. Il y a la sécurité sociale, quand même, ici. Oui, mais la sécurité sociale, c'est qui? C'est nous qui cotisons. Forcément. Donc, voilà. Combien de gens viennent en France se faire soigner? Ça va. Voilà, tiens, regarde, tu vois, tu parlais de ça, parce que moi, quand j'entends en ce moment, c'est à cause de l'immigration qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut arrêter les conneries. Non, il y a des coopérations. Ils sont toujours reliés à l'immigration. Non, il y a des coopérations internationales. Les gens qui prennent pour les soigner, c'est les médecins, par exemple, à Saint-Louis, vous avez Médecins du Monde. Médecins du Monde, effectivement, soignent des gens gratuitement, mais pas gratuitement, puisqu'il y a des coopérations internationales avec les pays. C'est pas comme ça que ça se fait. Exactement. On ment aux Français et on pousse à la haine et on dit voilà l'étranger n'est pas bien, faut pas qu'on l'accueille, etc. Mais on oublie. Si on reprend juste une seule chose, 79% de la richesse africaine, c'est la France qui la prend. Qui la prend? C'est la France. Mais de toute façon, on ne le dit pas aux gens, donc on pousse à la haine. Mais c'est toujours les politiques. Mais ils le savent, ça. Ils le savent. Les gens ne savent pas. Si, la plupart, ils le savent. Ils sont pas bêtes. Ils ne savent pas. On est bien d'accord. Certains monuments qu'il y a ici en France, ça vient d'où? Du continent africain. Exactement. Ça vient d'où?
On va pas se mentir. Bien sûr. Ben regarde, voilà, moi je te dis, hein, l'Algérie a demandé à ce que la France rende les monuments qu'ils ont pris là-bas. Déjà, Ils ont été bons, il a dit, vous allez tout nous rendre ce que vous avez pris là-bas. Je te le dis. Voilà, est-ce qu'ils vont le faire? Non, déjà, ne pas soigner une personne, c'est non-assistance à personne en danger. D'accord? C'est clair. Donc, à partir de là, faut arrêter de dire que le diplôme d'un tel, d'un Algérien, ou d'un Marocain, ou peu importe, ou d'un Africain, vaut moins que celui d'un Français. Ouais, c'est la même chose pour moi. Ouais. C'est la même chose. Regarde, je vais finir avec ça. Tu parlais justement de certains Africains qui exerçaient leur métier là-bas en Afrique. Moi, je te garantis, j'ai vu, comme elle parlait des médecins du monde qui sont partis là-bas, des Français en Afrique. Il y a une femme elle a fait un diagnostic auprès d'une petite malade. Hein. Elle avait rien, juste un petit truc à l'estomac. Ouais. Elle a trouvé un truc, elle a dit non, c'est à la gorge. C'était au Sénégal. Le médecin, il est venu. Tout de suite, il avait trouvé ce qu'elle avait. Elle avait une tumeur. Le médecin sénégalais? Un médecin sénégalais. Elle a été surprise parce qu'ils ont ramené les scanners, etc. Elle a dit, ah oui, effectivement, il a raison. Il y a autre chose que j'aimerais rajouter. Oui, pour finir, simplement, la France, depuis Sarkozy, encore une fois, lui, il a fait tellement de belles choses. Ah, magnifique. Cet homme-là. Ah, magnifique. Maintenant, il travaille à son compte, il raconte sa vie. Bon, bref. Il gagne de l'argent. Il gagne bien de l'argent. Mais sachez une chose, c'est que les hôpitaux sont actuellement gérés comme une PME, c'est-à-dire comme une société. On soigne moins les gens. Les hôpitaux, à l'heure actuelle, les Français ne sont pas soignés correctement. Pour être soigné, c'est devenu comme dans les pays en Afrique et tout ça qu'on dénigrait. Il faut avoir de l'argent. Si tu as de l'argent, tu es soigné correctement. Sinon, tu ne l'es pas. Et d'autre part, les médecins français, ils lisent mot à mot. Ils te récitent ce qu'il y a. C'est-à-dire, avant, tu avais des gros bouquins, tu vois, quand tu voyais des vieux médecins, ils allaient chercher ta pathologie dans... Maintenant, il dit, qu'est-ce que t'as, monsieur? T'as la grippe, machin? Tiens, regarde, tu prends le bel exemple du docteur Raoult, le professeur. Oui. Ils l'ont suspendu de ses fonctions, t'as vu ça où? Celui qui a parlé du Covid, là. Mais bien sûr. Le mec, il est passé dans plus de 50 pays dans le monde. Il est intervenu dans des grandes universités. Là, je viens d'entendre qu'il a été suspendu de ses fonctions pendant 2 ans. Pour soi-disant, il n'est pas trop qualifié, lui. Voilà, on va finir avec ça, les amis, c'est bon? Non, juste tout est carré. Allez, on finit avec ça. Juste pour finir, j'ai une chose, Mehdi. Chacun va dire qu'en France, on a la chance d'avoir quand même un système de santé qui est l'un des meilleurs au monde. Oui. Oui, bien sûr. Qui était? Aujourd'hui, on dit encore qu'il est. Hein. Non, mais ça, c'est dans le fantasme. Ça n'existe plus. Parce que c'est eux-mêmes qui sont en train d'inventer des pourcentages. Ils les inventent eux-mêmes. Va voir dans les hôpitaux combien tu attends. En tout cas, on espère qu'un jour, ils auront cette prise de conscience morale de se dire que nous avons tous besoin des uns des autres. Peu importe d'où nous venons. Il faut qu'on est là pour faire exercer vraiment la conspiration, quoi. C'est grâce à des jeunes comme lui que l'on va sortir là. Ce n'est pas pour rien qu'il est justement. C'est pas un futur médecin, lui. Moi aussi. C'est un bon sportif. C'est un bon exemple. Maintenant, on y arrive. Voilà. Exactement. On arrive à ce jeune homme. Un très très bel exemple. Originaire de Nanterre, n'est-ce pas? Monsieur Rezak Abdelrahman, franco-algérien. 24 ans, 1m83, 67 kilos. Pas de marès, 69 combats, 61 victoires, 11 KO. J'ai appris par cœur quand même. Mon frérot, t'as vu ou pas? Algérien ou pas? Magnifique, double champion d'Europe. Ouais, c'est ça. Parle-moi un petit peu de ton parcours, mon frère. Alors, moi, je viens d'une famille nombreuse. De la famille de mon père, ils étaient 17 frères et sœurs. C'était tous des sportifs. Mon père, il a été boxeur. Moi, j'ai fait plusieurs sports. En boxe taille ou en boxe anglaise, ton papa? Mon père en boxe taille. En boxe taille aussi, pareil. Ça, ouais. Ah, c'est dans les gènes déjà? Ouais, c'est ça. Déjà, tout petit, tu savais, t'allais casser des jambes. Non, pas forcément. Écoute, Mehdi. Depuis tout petit, je fais du sport, je fais de la natation, du judo, du foot. Moi, de base, je voulais devenir footballeur, pas boxeur. Okay. Mais t'as la balle taille quand même. Hein? Bah, t'as le bon gabarit pour ça. Un bon numéro 6, hein, mais t'as préféré partir. Tu dis, tiens, je vais tordre des pâtes à modeler sur le ring. De base, je voulais faire du foot et tout. Et de toute façon, depuis tout petit, mon père, il m'a mis dans la salle de boxe, parce que vu que c'était un boxeur, c'était un entraîneur. Forcément, je partais, mais j'étais pas très motivé. Et je finis par du foot, à l'âge de 15-16 ans. Et je sors de l'entraînement, et je suis dégoûté. Genre, l'entraîneur, il me prend pas. Genre, je me dis, il faut que je trouve un sport. Je suis sûr d'aller loin. Je suis sûr que je vais. Quand tu prends en considération. C'est ça. Et je me suis dit, mon père, il est boxeur. Il a été champion. Je suis sûr que je peux faire pareil que lui. Et maintenant, je suis champion comme lui. C'est bravo. Machallah, franchement. Faut y croire, c'est tout. Tu le sais très bien, on a parlé déjà depuis 4 ans, même toi. Ce que vous savez pas, c'est qu'il me soutenait pendant que j'étais à PK Express pendant l'émission. On s'est contacté, il m'a dit, Mehdi, on est fiers de toi.
j'aime pas ce genre de compliment parce que j'ai pas l'habitude qu'on me dit ça. Mais moi, je lui dis, je suis très, très fier de lui, vraiment, parce qu'il a gardé cette discipline, il a gardé cette éthique de se dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça, c'est un bel exemple, il faut qu'on mette en avant. En tout cas, moi, je suis très content qu'il soit là. Hein, les amis? Vraiment. C'est une fierté, c'est une fierté. Abderrahmane, je voudrais te poser quelques questions, justement, par rapport à ce parcours. Parce que je suis dans le sport aussi, comme tu sais, moi, je suis coach mental. Qu'est-ce qui fait, justement, en sorte que tu aies pu et que tu aies su que tu y arriverais? C'est quoi? Quel a été pour toi le déclic? À quel moment s'est passé où tu as su que tirer au bout de cette aventure? Déjà, premièrement, une petite parenthèse. Pour devenir boxeur, mon père de base, il voulait pas que je fasse boxeur. Parce qu'il avait peur que son fils prenne des coups. D'accord. Du coup, moi, j'ai forcé à mon père que je veux faire de la compétition. Parce que je suis d'accord avec moi que du milieu de la boxe aussi, avant de prendre des coups à la tête, il y a aussi, on l'a vu avec Mohamed Ali, on l'a vu avec d'autres, ils finissent mal aussi, certains. Je suis d'accord. D'accord. Et du coup, j'ai forcé et j'ai fini par arriver. J'ai fini par convaincre mon père. Et maintenant, aujourd'hui, mon père, c'est lui qui veut que je fasse des compétitions. Ouais. Et j'ai des objectifs. Je me suis dit, il faut que je fasse comme mon père, comme ça mon père il soit fier de moi. Actuellement, je suis comme lui. Il faut définir des objectifs. C'est ça. Et à court, à moyen, à long terme. Redoubler d'efforts et y arriver. Et aussi pour n'importe quel sport, moi je trouve que c'est important un coach mental. Exactement. Très important. Tu parles d'un spécialiste, il est juste devant toi. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des boxeurs, ils ont déjà le mental, et là, ils ont pas le mental, ils en ont besoin. Mais pour moi, tout sportif a besoin de coach mental. Mais tout part du mental. C'est vraiment ce que je tenais à ce que tu dises. Je suis content que tu le dises. Tout part du mental. Parce que le mental, c'est avant tout la motivation. S'il n'y a pas de mental, il y a rien. Tu sais pas pourquoi tu es fait. Être discipliné. Si tu es, la discipline, et savoir donc où tu vas, mais tu marches à tâtons, t'es un peu aveugle, quoi. Entre parenthèses. Et moi, je suis content de voir que, en tout cas, félicitations à toi. Merci beaucoup. Je suis content de voir que, voilà, tu représentes l'Afrique, tu représentes aussi ton pays, l'Algérie. Merci. Mais tu représentes aussi l'humain. Tu représentes ces jeunes. Regarde, tu me donnes de sourire quand tu, t'as dit représenter l'Algérie. Non, mais sérieusement, il me fait, c'est bien. Voilà. Un tout. Et tous ces jeunes qui sont perdus. Et toi, quelque part, tu vas leur donner cette envie de retrouver la lumière, simplement. Et c'est pas, tu as parlé tout à l'heure du comportement, c'est pas en pétant les voitures ou en les brûlant que on va s'en sortir. Je suis d'accord avec toi. C'est en allant dans les salles de sport, en ayant une rigueur, une discipline et en sachant ce qu'on veut. En tout cas, merci Abderrahmane. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes en dernier ressort pour les motiver en fait? Les motiver? Ouais. Pour les jeunes, ayez un objectif, croyez en vous et lâchez pas, redoublez d'efforts. Et c'est pas parce que vous dites que je vais pas y arriver que vous n'allez pas y arriver. Vous allez y arriver. C'est ça. Beaucoup de sacrifices, parce que pour en arriver là, j'ai fait beaucoup de sacrifices. La perte de poids, le travail, entraînement tous les jours. C'est pas facile. Et il faut croire en soi. Il y a eu des rires, il y a eu des pleurs, il y a eu des genoux ratés, il y a eu des entraînements à des 1h, 2h du matin, il y a eu... Ouais. Non, mais moi, j'aimerais qu'on applaudisse. Parce que... Bravo. En tout cas, merci mon ami. Merci à toi, Mehdi. Sache que t'es chez toi, ça sera pas qu'une fois, parce que la prochaine fois, tu vas venir avec toutes les couleurs, n'est-ce pas? La prochaine fois que tu viendras, je te souhaite de tout cœur, mais ça, j'en suis persuadé, tu seras champion du monde. Moi, je te le dis. On le souhaite. Moi, je te le dis, on sera derrière toi. Ne t'inquiète pas, tu es un très très bel exemple. Et ne t'inquiète pas que ta voix, elle va porter et on va mettre ça en application. Et ça, c'est important. En tout cas, les amis, je vous remercie tous de votre présence. Merci. On a passé une bonne soirée quand même. Hein. Ouais. Bien sûr, bonne soirée, très bonne soirée. Ok les amis, je vous dis à très très bientôt. Allez les amis, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.